choisi Serran comme ville-état. Vous avez été impressionné, on était allé avec Jean, il est là-bas, au départ de Pleuhermel l'année dernière. Donc pareil, fin avril, c'était un vendredi, je crois me souvenir. Oui. Et donc on avait été impressionné par l'organisation, par le village et son fonctionnement dont vous vous occupez, monsieur. Regalez. Oui, allez. On s'était vu là-bas. Et c'est vraiment une très grosse organisation. Vous arrivez très tôt pour faire ça. Donc merci encore. Donc on a réuni toute l'équipe pour discuter de cette organisation. Je crois que vous avez déjà donc visité le bourg plusieurs fois pour savoir où implanter le village. Il y avait eu des hésitations au départ. Donc pour savoir aussi où vous mettez l'écart. Donc l'objet de cette réunion, c'est concrètement de préparer toute cette organisation. On a reçu le cahier des charges et puis au final on va voir qui fait quoi. Ce qu'on a besoin pour s'organiser. Donc, Monsieur Fossani, encore merci, et puis je vous laisse la parole pour nous présenter tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez, est-ce que ça... c'est bon. Si, c'est bon. Eh bien, écoutez, encore bonjour à toutes et à tous. Bon. Donc, ce que je disais, voilà, je voulais vous faire un petit historique de l'épreuve, c'est toujours important, je le fais régulièrement parce que je crois que c'est assez important de savoir d'où on vient et pourquoi nous en sommes arrivés là. Alors, le Tour de Bretagne s'appelait avant le ruban granitier breton, effectivement, il a été créé en 1967 et ça durait à l'époque une seule journée. Alors, pourquoi le ruban granitier breton? Puisque c'était pour relier deux bassins granitiers. Et les anciens ont tracé un trait sur une carte, ils ont dit ça ressemble à un ruban, donc on est parti sur ruban granitier breton. Donc effectivement, il y avait à l'époque, vous avez connu M. Larry, Marcel Bouvier et mon père à la création notamment. Donc je suis tombé dans la marmite de cette épreuve j'étais pas encore né, voilà. Donc j'ai grandi avec cette épreuve, je la connais par cœur, je connais tous les rouages, toutes les histoires aussi rigolotes, je dois dire. Et donc cette épreuve a évolué en 3 jours. 5 jours, est passé au niveau international dès 1973 avec l'apparition à l'époque de l'Union soviétique et non pas de la Russie. L'Union soviétique, la Pologne, la RDA, voilà pour les plus jeunes ça parle peut-être moins, mais à l'époque il y avait la RDA qui venait, il y avait l'URSS, toutes ces équipes-là. 75 et après elle est montée à 7 jours de course assez rapidement. Il faut savoir qu'aujourd'hui un organisateur qui voudrait organiser une course à étape internationale ne pourrait obtenir plus de 5 jours. C'est interdit. Nous, on garde notre historique sur 7 jours, et c'est pour ça aussi que notre date ne change jamais. On finit toujours le 1er mai. Donc ça, c'est quelque chose qui ne serait plus possible aujourd'hui de la faire. Alors, en 2005, à l'hiver 2005, on change de nom. Alors, le pourquoi, Jean-Yves Le Drian m'a demandé de venir le voir. Il me dit, Christophe, écoute, ce serait bien qu'on ait un Tour de Bretagne, mais il existe déjà, c'est le ruban granitier breton. Tu en penses quoi? Je dis, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et voilà, le Tour de Bretagne est né grâce à Jean-Yves Le Drian qui m'a dit, écoute, on y va, et puis la région de Bretagne sera à tes côtés. On n'a rien changé au fonctionnement de 95 ou de 67 ou de 71, puisque nous sommes la dernière course de ce niveau, de cette organisation, parce que je pense qu'on fait bien les choses. Il faut savoir que chez nous, il n'y a aucun salarié. Nous sommes tous bénévoles. Ici, vous avez 2 actifs. Bon, notre collègue à côté, elle a plus de chance, elle est en grande vacances. Mais nous sommes toujours actifs et nous sommes uniquement bénévolat. Il n'y a aucun salarié autour de Bretagne, évidemment. On fait appel à des prestataires. Mais chez nous, ça a toujours été un modèle de fonctionnement. C'est beaucoup d'engagement, au bénéfice des autres. Voilà. Je pense que c'est d'amener un petit peu de joie, un petit peu de bonheur. Écoutez, ça fait du bien. Je pense surtout dans les années qu'on vient de vivre et qu'on va continuer à vivre, je pense. Donc voilà, c'est un vrai engagement de tous les jours. Et puis de voir toutes ces personnes aujourd'hui, ça fait plaisir. Voilà. Donc notre fil conducteur pour cette épreuve, une course cycliste, voilà, on peut faire une course cycliste comme une autre course cycliste. Mais à un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut donner, quelle image on veut donner de ces courses, quel but on veut atteindre. Et il y a plus de 20 ans, moi, quand j'ai pris la présidence en 2000,
Il faut qu'on vienne référence en Europe, voire au monde, vis-à-vis des équipes, c'est-à-dire accueillir les meilleurs jeunes professionnels au monde. On a mis du temps, on y est arrivé. En 2002, il y avait Alberto Contador qui était le meilleur jeune. En 2007, dans le peloton, pour ceux qui connaissent le vélo, il y avait Alexander Christophe, il y avait Ed Valbonne, Sanagan, Lars Boom. En 2010, on a eu John Degenkolb. Avant eux, on a eu Craig Lemon, on a eu Bernard Ten, et on a eu tous ces coureurs-là. Et on a voulu vraiment arriver à ça. Et je dois dire que depuis quelques années, on a toutes les équipes où les meilleurs jeunes pros s'engagent. Et je peux déjà vous dire que pour 2023, je ne vais pas divulguer grand-chose, toutes les réserves World Tour, sachant qu'il y en a de plus en plus qui sont en train de se créer. Toutes les réserves World Tour se sont déjà engagées au Tour de Bretagne. Dernièrement, j'ai eu le manager de la Quick Step qui m'a appelé pour me dire on vient Christophe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on a un sens. Souvent, Lucie, le journaliste m'a dit qu'il faudrait changer de catégorie, mais j'ai changé de catégorie pour ce serait quoi le plus? Il n'y en a pas. J'en ai parlé avec le président de région, il m'a dit non, il faut rester dans cette dynamique et on est considéré en Europe vraiment comme la course de référence. Donc voilà. Et à côté de ça, bien sûr, nous on a mis tout un tas de choses en place. Je vais en parler après, j'appelle ça le packaging. Hein. Voilà, c'est important pour justement mettre en avant la course. Mais avant de mettre en avant la course, moi mon but et le but de mes collègues, c'est de mettre en valeur notre région, notre patrimoine, nos départements, nos communes à travers cette épreuve et on a mis en place des choses justement pour en arriver là. Alors, quelques points sur la sécurité. Alors même si on est moins impacté à Serran, puisqu'on est sur un départ, c'est moins compliqué que sur une arrivée par exemple. Mais sur une course cycliste, qu'est-ce qui fait qu'une course cycliste comme celle-ci peut tenir? Il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est l'échange d'organisation commune. Ici, j'ai pas beaucoup de soucis à avoir à Serran. Ça, c'est le premier pilier de la Tour Eiffel. Ensuite, il y a l'aspect sécurité. Alors, sécurité, vous avez le choix. Soit vous êtes un organisateur, vous faites une course à étapes, et vous prenez quelques risques, c'est-à-dire vous entourez pas forcément des éléments nécessaires. Tour de Bretagne, nous sommes sous convention, non pas régionale, mais nationale avec la gendarmerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons environ 600 à 700 gendarmes de positionnés sur les routes pendant une semaine. 1200 km, 600 à 700 points de tenue. Vous imaginez le dispositif. Et la course étant sous privatisation temporaire de la chaussée, nous sommes sous escorte des motards du président de la République, la garde républicaine, qui sont 26 motards, renforcés chaque jour par 4 DSR départementaux, qui servent notamment à gérer les évacuations. Donc, à l'Échelon-Course, vous avez 30 motards de la gendarmerie qui créent cette fameuse bulle de sécurité, vous avez dû l'entendre me parler. Monsieur le maire a dû les voir en action au départ à Peu-Hermel. Ils vont mettre en place une bulle de sécurité et en avance en tiroir tout le long de l'étape. On avance en tiroir, en tiroir, en tiroir. Les véhicules sont arrêtés et on passe comme ça. Alors c'est un énorme dispositif qui est très coûteux. Un dispositif comme ça, c'est 20% du budget de la course. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais pour vous donner une idée, c'est le plus gros dispositif avec Paris-Nice. Ne parlons jamais du Tour de France. Le Tour de France, c'est autre chose, c'est le Tour. Mais on a le plus gros dispositif avec Paris-Nice. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est indispensable et qui nous permet aussi de travailler, d'être serein, nous, à l'échelon course, parce qu'on ne rencontre jamais de problème. Et les problèmes, ils sont réglés très vite par les motards qui sont à l'avant de la course. Ça, je dirais, c'est le premier pilier. Et le second pilier, je vais arriver sur le cahier des charges, je ne l'ai même pas ouvert, moi. Voilà, ça aurait été bien quand même de l'ouvrir. Représenter. Pardon, excusez-moi. Le cahier des charges. Je vais y arriver. Voilà. Bon, hop, voilà. Et voilà. Et le deuxième pilier, c'est-à-dire l'aspect médical. Alors l'aspect médical, notamment pour la prise en charge des coureurs, parce que sur les courses cyclistes, il y a des chutes tous les jours. Évidemment, ça fait partie du jeu. Alors, même si c'est jamais agréable, mais bon, on a une chute tous les jours. Alors, le règlement de la Fédération française, il prévoit quoi? Une voiture, un médecin et une ambulance. Ça, c'est le règlement. Je m'adresse aux organisateurs de courses locales. Le règlement, c'est ça.
on pourrait très bien fonctionner ainsi. Sauf que nous irions au casse-pipe. Nous, on a une équipe médicale, vous voyez, je vous ai mis ici, je vais essayer de grossir peut-être pour que vous voyez. Voilà. Alors, on a 3 médecins qui sont des urgentistes. Ces 3 médecins officient notamment sur le Tour de France. Allez-y, madame, allez-y. On vous attendez. On a 3 médecins qui officient sur le Tour de France, qui sont, je disais, donc urgentistes, et qui sont entourés d'infirmières qui sont elles aussi urgentistes, anesthésistes, ou qui travaillent en réanimation, puisque la trauma d'un cycliste, c'est le même trauma qu'on peut rencontrer sur la voie publique. Donc ces médecins sont véhiculés, dans un premier temps, l'un est à bord d'une moto. On me dit souvent, pourquoi une moto, un médecin sur une moto? Eh bien, lorsque nous arrivons sur des routes étroites, lorsque nous sommes sur un circuit d'arrivée, par exemple, il est plus facile d'intervenir en moto qu'en voiture. Donc ça, c'est le premier échelon, qui se trouve toujours à l'avant de la course. Et après, les autres médecins découpent la course avec 2 véhicules qui sont totalement équipés SMUR. Ce sont des malles qui sont loués. Ne me demandez pas le nom du matériel à l'intérieur de ces malles, c'est pas mon métier. Je sais qu'on a l'équivalence de 2 SMUR, voilà, à l'échelon course. Et derrière le peloton, c'est-à-dire à l'arrière de la course, nous avons, moi j'appelle ça des ambulances, hein, comme vous voulez, pour l'évacuation des coureurs si nécessaire. Et si nécessaire, ce sont les médecins de l'organisation qui prennent un stage avec le SDIS ou le SAMU lorsque ce sont des chutes qui sont graves. C'est rare, mais c'est arrivé. Ça fait partie du vélo. Hein, voilà. Donc au total, c'est 14 personnes au total qui sont sur l'effectif, sur l'équipe médicale. Donc un gros dispositif, mais qui est nécessaire. Donc quand vous mettez ça à côté de la gendarmerie et de la sécurité, le reste géré, c'est une course cycliste comme les autres, où on met un peu plus de packaging. Voilà, ça c'est vraiment les 2 points clés de l'épreuve par rapport à ça. Voilà. Donc tout le continent, toute la planète est représentée déjà par rapport aux sélections qu'on a déjà faites. On a tous les continents, oui, normalement, sont représentés pour 2023. Donc ça, on est plutôt content. Et c'est intéressant, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure par rapport à ce que nous, on a mis en place sur la communication. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous faire voir. Alors, effectivement, comme a dit Monsieur le maire, nous, on est venu faire nos repérages, comme on l'a fait dans toutes les villes. En 95, on pouvait prendre le départ du centre de Serran. En 2023, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire. Du fait du village départ, du fait du nombre de voitures, et tout ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et Jean-Michel qui est là, ben, il sait bien, maintenant, on cherche vraiment l'endroit où on peut installer le village de façon correcte, qu'il n'y ait pas de complications, et qu'on puisse également stationner toutes les voitures, et que le public puisse aussi venir tranquillement pour voir les coureurs, pour participer au village. Je rappelle que le village est ouvert au public, hein. Il n'y a pas d'entrée payante, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc l'idéal ici, c'était cette fameuse salle, parce qu'on a un énorme parking qui se prête très bien, un peu comme à Pleurmel, on avait face à la mairie. On avait un grand parking pour l'installer. On a une salle s'il y a besoin. On peut stationner les voitures devant. Pour donner une idée, il faut 1000 mètres linéaires pour stationner les véhicules. Et il est plus facile de stationner les véhicules sur la voie publique que sur un parking. Certaines équipes, je vais prendre le cas de la Jumbo Visma qui sera présent, ils nous ont déjà dit qu'ils viennent avec un bus. 6 coureurs, ils viennent avec un bus. Mais ils viennent avec un bus. Donc, vous mettez ça sur un parking, c'est une catastrophe. Sur la voie publique, on est beaucoup plus facile. Et pour les copains ligne d'arrivée, c'est beaucoup plus facile aussi de stationner toutes les équipes comme ça. Toutes les villes n'ont pas un méga parking comme à Pleurmel, monsieur le maire. C'est vrai que là, j'en ai rarement des comme ça. Donc nous, on a fait comme je vous ai dit tout à l'heure, on est venu sur place voir un petit peu le secteur. Et je dois dire qu'ici, c'est très facile de mettre en place un départ, comme je disais, par rapport aux infrastructures. Alors nous sommes un samedi, et en plus, nous sommes en vacances scolaires. Donc pour moi, 2023, je suis content. Ça va m'éviter de fermer 5 écoles comme j'ai pu le faire en 2022. Donc 2023, je suis pas embêté. Nous sommes en vacances scolaires, donc on n'a pas la gestion des transports scolaires aussi à gérer et des écoles. Et ça, c'est vraiment un plus. Et donc là, on est un samedi. Et un samedi, voilà, les gens ne travaillent pas non plus.
Et donc, on aura du public à venir à la séance, ça j'en suis convaincu. Alors, je vais vous proposer le petit plan, je vais vous l'expliquer. Alors, on est là justement pour savoir s'il faut modifier des choses,